Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Angela Merkel est à Tunis. La chancelière allemande et le président BJK Déception ont signé un accord pour accélérer les retours des Tunisiens illégaux. 1500 personnes sont concernées. Au Gabon, Jean Ping maintient la pression sur le pouvoir. Il refuse de participer au dialogue politique voulu par Ali Bongo et appelle ses partisans à la résistance. Le Journal de l'Afrique a reçu Jean-Gaspard Ntoutoumai, porte-parole de Jean Ping. Et puis à la fin de ce journal, nous irons au FESPACO de Ouagadougou. L'étalon d'or de Yenenga sera décerné samedi. Nous passerons en revue les grands favoris avec notre envoyé spécial Fatimata Wan. Mais d'abord, c'était un point de tension entre la Tunisie et l'Allemagne après l'attentat de Berlin. L'identification et l'expulsion des Tunisiens sans titre de séjour, c'est désormais acté. À l'occasion de la visite d'Angela Merkel dans la capitale tunisienne, les deux pays ont signé un accord pour l'accélération des retours. Les explications de Laurent Bersécher. Un nouvel accord pour accélérer les procédures de rapatriement. La Tunisie s'est engagée à reprendre 1500 ressortissants tunisiens dont le titre de séjour a été refusé par l'Allemagne. Une mesure qui profitera aux deux pays, selon le président tunisien. Cela ne concerne pas tous les Tunisiens, seulement 1500 personnes qui sont là-bas illégalement. L'Allemagne fait preuve de bonne foi en coopérant avec nous. Elle aurait tout simplement pu les mettre dehors. C'est un bon accord qui n'entrave pas la souveraineté de la Tunisie. La visite d'Angela Merkel intervient moins de 3 mois après l'attaque d'un marché de Noël berlinois par Anis Amri, un ressortissant tunisien. Les autorités allemandes avaient alors accusé la Tunisie d'avoir bloqué son rapatriement après le rejet de sa demande d'asile. C'était donc l'un des enjeux principaux de cette rencontre, mettre en place des mesures visant à faciliter l'identification des migrants. Nous nous sommes mis d'accord pour que la question de l'identité des demandeurs d'asile en Allemagne soit résolue sous 30 jours. Nous allons aussi aider la Tunisie à installer un système d'enregistrement des ressortissants. Pour autant, de nombreux Tunisiens craignent que des terroristes ne profitent de l'accord pour rentrer au pays. Les attentats de Sousse et du musée Bardo à Tunis avaient tous les deux été commis par des Tunisiens qui s'étaient radicalisés à l'étranger. Sur le plan économique, la chancelière allemande a également annoncé le déblocage de 250 millions d'euros, afin notamment de favoriser l'emploi des jeunes. Cette annonce inquiétante au Mali alors que les autorités intérimaires se sont installées dans le nord du pays. 3 groupes djihadistes ont annoncé la fusion de leurs forces, une union entre Ansardine Diyad Agrali, Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar et l'Émirat du Sahara, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le groupe nouvellement formé a prêté allégeance à Al-Qaïda. Certains des membres sont responsables d'attaques djihadistes menées dans le Sahel, notamment dans le nord Mali. Les Nations Unies se penchent sur la crise humanitaire dans la région du lac Tchad, une zone où des centaines de milliers de personnes ont trouvé refuge après avoir fui les djihadistes de Boko Haram. Les 15 ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité se sont rendus à Maroua, dans le nord du Cameroun. Ils promettent un accompagnement plus soutenu aux pays concernés. Les ambassadeurs avaient auparavant été reçus par le président camerounais Paul Biya à Yaoundé. La correspondance de Marcel Amoko et Zigoto Chaya. Cette délégation des 15 ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité vient donc de passer 48 heures ici au Cameroun avec pour mission principale d'évaluer la situation provoquée par les différentes crises auxquelles le Cameroun fait face, notamment la guerre contre Boko Haram, mais aussi l'insécurité à la frontière est du pays et l'instabilité qui prévaut toujours en République centrafricaine. En ce qui concerne plus particulièrement la région du bassin du lac Tchad, François Delattre, qui est le représentant de la France auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, a estimé qu'il était nécessaire que ces ambassadeurs arrivent ici pour avoir la mesure de la situation telle qu'elle prévaut ici. Nous mesurons mieux encore qu'avant, encore une fois avec le cœur et pas simplement avec l'esprit, combien il était injuste, combien c'était une erreur que la région du lac Tchad ne soit pas vraiment sur l'écran radar de la communauté internationale. L'insécurité qui prévaut à la frontière est du Cameroun et surtout la guerre contre Boko Haram dans cette région de l'extrême nord. Ces deux crises ont provoqué un afflux massif des populations riveraines, notamment nigérianes, estimées à quelques 300 000 personnes. Et selon René Emmanuel Sadi, le ministre camerounais de l'administration territoriale et de la décentralisation, les besoins de son pays sont immenses pour faire face à la situation. Nous avons, avec le concours des organisations internationales humanitaires et des pays amis,
arrêté un plan qu'on appelle un plan de réponse humanitaire, qui justement est une évaluation des besoins du Cameroun et sans doute aussi des pays du lac Tchad, et qui a été évalué à 310 millions de dollars. Après l'étape de Maroua, la délégation des ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité a pris la direction de N'Djamena au Tchad pour leur prochaine escale. Ils se rendront ensuite au Nigeria pour la suite de leur mission. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi prend la tête du rassemblement. Il a été désigné par les 9 plateformes qui composent le groupe d'opposants. Pierre Lumbi, lui, a été désigné président du comité des sages. Il occupera les fonctions de président du Conseil national de suivi de l'accord, poste occupé par Étienne Tshisekedi avant son décès. Cette nouvelle direction doit permettre de relancer les discussions sur l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre signé avec le pouvoir. Au Gabon, Jean Ping veut maintenir la pression sur le pouvoir. Après la victoire contestée d'Ali Bongo à la présidentielle du 27 août et après les violences qui ont suivi, pas question de participer au dialogue national voulu par son rival. Les discussions devraient débuter la semaine prochaine en présence de nombreux partis d'opposition et certains membres du gouvernement d'ouverture appellent la CNR à y participer. Je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Gaspard Ntoutoumyaï, le porte-parole de Jean Ping, interrogé un peu plus tôt sur notre antenne. S'il fait cet appel, c'est qu'il réalise bien que si Jean Ping ne participe pas à des discussions, c'est que ces discussions n'ont pas de sens. Mais ce qu'il oublie, c'est que qu'est-ce qui est en jeu au Gabon? Il y a eu une élection présidentielle au Gabon que Jean Ping a remportée. Et Ali Bongo s'est installé par la force des armes au pouvoir. Et que si on doit discuter de la crise qu'il y a au Gabon, parce qu'il y a crise au Gabon, c'est de revenir sur ce dossier, c'est de dire il y a eu une élection, Ali Bongo ne l'a pas emporté, Ali Bongo a peut-être besoin de se sentir aidé pour partir du pouvoir, ça on peut y consentir, mais aller discuter des réformes institutionnelles, j'ai envie de leur dire qu'ils organisent Taratata demain à Libreville, ça serait pareil, c'est pas le débat. Pour vous, participer à ce dialogue, ça serait acter l'investiture d'Ali Bongo? Mais ça serait nier aux Gabonais la souveraineté de leur vote. C'est cela la réalité. Mais il va bien falloir participer à des discussions pour sortir de cette crise politique. Comme je vous le disais tout à l'heure, la vraie discussion, c'est qu'il semble que Ali Bongo soit tétanisé à l'idée de quitter le pouvoir. Nous sommes disposés à participer à la discussion pour le rassurer, pour qu'il comprenne qu'il peut s'en aller et continuer à avoir une vie aussi décente que l'ont les anciens chefs d'État. Alors, Jean Ping a tenu un meeting à Oyem le 1er mars, mercredi. Il a appelé une nouvelle fois ses soutiens à tenir bon, à poursuivre la résistance. Est-ce que ce mouvement de résistance ne s'est-il pas un peu essoufflé? Non, on a un pays qui ne fonctionne plus du tout. Les entreprises qui annoncent leur départ du Gabon, on en a tous les jours quand elles ne licencient pas. L'éducation nationale ne fonctionne pas au Gabon aujourd'hui quand les enseignants qui sont toujours en grève ne manifestent pas. Ce sont des élèves de 12 à 13 ans qu'on voit dans la rue et qui réclament le droit à l'éducation qui est un droit constitutionnel. On ne peut pas dire qu'au Gabon aujourd'hui quelque chose se soit calmé. Sous quelle forme vous entendez poursuivre cette résistance? Mais sous sa forme actuelle qui est de dire en réalité Ali Bongo va se retrouver en face d'une incapacité totale à faire quoi que ce soit. Mais il tient depuis plusieurs mois maintenant. Il va se bunkeriser, oui. Il tient depuis plusieurs mois. J'espère pour lui qu'il va finir par entendre raison. Et il y a son entourage qui doit participer à lui faire entendre raison. Alors, vous étiez à Bruxelles, vous avez été reçu par les représentants de l'Union européenne. Oui. Vous appelez à des sanctions contre l'entourage d'Ali Bongo. Est-ce que vous avez été entendu par les représentants de l'Union européenne? Quel genre de sanctions et quand pensez-vous qu'elles seront mises en place? Oui, nous avons été entendus parce que l'Union européenne s'est impliquée à la demande, et d'ailleurs, je crois qu'Ali Bongo est artisan de sa propre déconvenue, à la demande d'Ali Bongo, à une demande insistante d'Ali Bongo, l'Union européenne a été impliquée dans le processus électoral. Et il faut que de son côté, elle en tire toutes les conséquences parce qu'il y va aussi de sa politique extérieure en matière de droits de l'homme, de démocratie. Et nous avons eu des discussions avec l'Union européenne sur effectivement la nature des sanctions qui pourraient être prises, des interdictions d'entrée et de circulation dans l'espace Schengen et effectivement aussi peut-être le gel des avoirs des personnes intéressées. Donc ce serait en gros pousser l'entourage d'Ali Bongo à se détacher de lui, un peu comme ce qui s'est passé en Gambie? Par exemple. Ce serait cette stratégie-là? Ce serait cette stratégie-là et surtout aussi pour l'Union européenne donner un signal à l'ensemble de la communauté internationale sur le côté anormal de ce qui se passe au Gabon. Vous êtes soutenu par les leaders des pays de la région? Oui, je pense que nous sommes soutenus par les leaders des pays de la région. Maintenant, à ce niveau de débat et de crise, la prudence voudrait que les leaders ne s'expriment pas
ouvertement sur une question s'ils veulent aider à ce qu'elle soit résolue. Est-ce que la coalition compte participer aux élections législatives prévues en juillet? C'est une question qui se pose au sein de la coalition, mais en même temps, pour le moment, nous n'y avons pas répondu de manière définitive parce qu'il s'agit à nouveau de parler d'élections. Et si on n'a pas fini de traiter la question de l'élection présidentielle, on risque de se retrouver en face du même type de difficultés. Mais c'est une question qui est à l'étude. Voilà pour cette interview. Allez, J-1 avant la clôture de la 25e édition du FESPACO, le plus grand festival de cinéma africain, qui se tient tous les 2 ans au Burkina Faso. Et pour savoir qui va remporter les Talons d'Or de Yenenga, direction Ouagadougou, notre envoyé spécial Fatimata Awad nous livre un tour d'horizon des films en compétition. Nous sommes au cœur du marché d'Akwaba à Ouagadougou, l'un des principaux points de rencontre très animés durant ce festival. C'est dire si au-delà du cinéma, le FESPACO, c'est l'événement culturel numéro 1 qui fait vibrer les Burkinabés tous les 2 ans. Et évidemment, rien ne saurait entamer leur enthousiasme, ni le réveil matinal, ni les consignes de sécurité qui ont été largement renforcées depuis les attentats de janvier 2016. Et côté compétition, évidemment, c'est le film d'Alain Gomis qui se détache largement. Son film s'appelle Félicité et il est question d'une chanteuse de bar congolaise qui est obligée d'aller chercher de l'argent afin de faire soigner son fils victime d'un accident de moto. À la suite, il y a le film de l'Algérien Lofti Bouchouchi qui s'appelle Le Puits, un film plus secret qui est une sorte de huis clos psychologique shakespearien extrêmement bien mené, magistral dirons-nous. Et puis pour terminer le palmarès, si vous voulez, très personnel, ce serait le film de malien Daouda Coulibaly qui s'appelle Woulou. En scène, il y a un personnage magistralement interprété par Ibrahima Kouma. Voilà, quelqu'un qui, à mon avis, sera dans les favoris pour les prix d'interprétation. Et évidemment, ils sont en tout, toutes catégories confondues, près de 164 films. Autant d'artistes qui doivent attendre un peu fébriles les résultats du palmarès. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la suite de Paris Direct avec Pierrick Laurent. Et moi, je vous retrouve dans 45 minutes. À tout à l'heure.